Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous enregistre ça, je suis ici à Rabat au Maroc, dans la maison d'enfance en fait où j'ai grandi. Et je fais une vidéo spéciale deuil de Noël parce que on est au petit matin de Noël. Je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, mais je tenais à faire cette vidéo justement dans ce moment-là parce que c'est dans des moments comme ça en particulier que le deuil prend tout son sens, encore plus que le reste de l'année. Voilà, mais avant de te raconter un peu les choses, je te souhaite la bienvenue à toi si tu es de passage sur cette chaîne. J'explique en fait quelle est ma vie depuis que ma soeur jumelle est décédée. Elle a eu un cancer du sein avec des métastases osseuses au niveau des hanches et elle a eu une maladie intercalée, on va dire, de guérison, période de guérison pendant 4 ans. Et elle a fini par décéder. Voilà, et je suis la survivante de notre couple de gémellité. Et c'est un peu ça que je raconte sur cette chaîne-là. Donc pour toi qui me suis, par contre, depuis le début de la chaîne, tu connais mon histoire. Mais si toi tu es de passage, comme je dis, tu découvres cette chaîne et que tu es en deuil, eh ben voilà, j'espère que tu trouveras un petit peu d'apaisement. Parce que l'objectif de cette chaîne, c'est pas juste de raconter mes malheurs. C'est pour montrer que la vie, elle s'invite dans ta vie, en fait, quand tu perds un être cher et que tu n'as pas le choix que de vivre et de survivre. Et comment est-ce qu'on fait pour survivre quand on est déchiré, complètement bousillé par la perte de quelqu'un. Dans mon cas à moi, c'était ma sœur jumelle et on était des sœurs jumelles fusionnelles. Et dans ton cas à toi, je ne sais pas, donc je t'invite grandement à me raconter ton histoire dans les commentaires. Évidemment, à regarder les anciennes vidéos. Il y a 3 années, j'ai partagé ça vraiment, j'allais dire, arbitrairement sur 3 années parce que c'est pour moi hallucinant de cumuler des années de vie. Bon, j'appelle ça des années aujourd'hui, mais c'était ne serait-ce que des jours de vie sans que ma sœur jumelle soit vivante sur cette terre. Et c'est pour ça que pour moi, ça me parle beaucoup. Pour toi, je sais pas, mais tu peux me raconter ça aussi dans tes commentaires. Quelles sont ces choses qui te marquent le temps? Puisque maintenant, il y a un peu... c'est confus en fait. Quand on perd quelqu'un, on est complètement déboussolé. Donc voilà, il y a 3 années d'enregistrement où je te raconte ma vie. Je te raconte ma vie, mais surtout ma vie liée au deuil et comment est-ce que je survis au quotidien avec ce deuil terrible, terriblement douloureux dans ma vie. Et la première année a beaucoup de vidéos. La deuxième, ça commence déjà à être un peu plus espacé. Et la troisième, ça devient franchement difficile. Donc je n'en fais pas beaucoup. Et je suis ravie quand même de passer ce moment avec toi et, et de faire cet effort-là. Je le fais aussi parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont là depuis le début de la chaîne. Je sais qu'il y en a qui sont partis vivre leur vie et qui peut-être repasseront par ici pour avoir des nouvelles dans un moment de nostalgie. Et donc si c'est ton cas à toi aussi, tu peux nous faire un petit coucou sur cette chaîne quand tu passes par là. Voilà. Bien sûr, tu peux t'abonner, ça tu le sais déjà, tout le monde en parle. Abonner, liker les vidéos, ça sert simplement à quoi? T'inquiète pas, il y a presque personne qui est sur cette chaîne. C'est pas pour des gros sous, absolument rien à voir. C'est vraiment pour que d'autres personnes puissent tomber dessus. D'autres personnes comme toi et moi, on ne cherche pas ici la notoriété, on cherche juste à procurer du soutien dans cette épreuve de vie que nous vivons tous. Voilà. Bon, alors je reviens à moi. Donc là, tu l'as compris, je vais parler de moi et de mes misères. Donc, je suis ici dans cette chambre-là. Je suis à Rabat, comme je le disais, à Rabat au Maroc. Et j'ai passé Noël ici avec ma soeur. Voilà, le lapsus. Avec ma mère. Mais je suis ici dans notre chambre d'enfance à ma soeur jumelle et moi. C'est une chambre que j'essaye de faire vivre très difficilement. J'ai beaucoup de mal. C'est une chambre qui est un peu
comme un mausolée, je ne sais pas comment dire ça. J'essaie d'y mettre de la vie. J'ai beaucoup de difficultés. Donc j'ai accroché le tableau là-bas. C'est le tableau de mon grand-père, côté français. Et puis j'ai d'autres choses dans la pièce, mais j'ai pas tellement envie de filmer ça parce que c'est un peu mon jardin intime. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a le lit, il y a les coussins, il y a quelques tableaux, il y a l'armoire dans laquelle je range mes affaires. Et puis il y a ce que j'appelle les reliques de ma soeur jumelle. Bah, il y a une grosse corbeille en osier dans laquelle j'ai mis tous ses vêtements. Et il y a d'autres affaires qui sont stockées, des cartons avec des dossiers. Il y a tous ses livres à elle, ses livres professionnels et ses livres personnels. Voilà, il y a toute sa vie en fait qui est là. Il y a une partie qui est ici au Maroc et une partie qui est chez moi en Bretagne parce que j'habite en Bretagne dans un appartement dans lequel aussi j'ai pareil une armoire dans laquelle j'ai mis les reliques de ma soeur jumelle. Je suis incapable de me séparer de ça. Je suis vraiment en pourparler avec moi-même par rapport à ça parce que j'ai bien conscience que je suis en train de figer les choses. Je pose dans une armoire les vêtements et la vie de quelqu'un qui n'est plus là, qui ne va plus les utiliser, qui ne peut pas les utiliser. Je ne peux pas moi non plus les utiliser. J'ai essayé, il y a certaines petites choses que j'ai essayé de récupérer, mais en fait, chaque fois, je me dis, mais plus je le porte moi, plus je mets mon énergie à moi, et moins il y a son énergie à elle qui reste encore ici. Donc, j'ai pas envie d'effacer son énergie et de mettre la mienne à la place. Donc, effectivement, je fige les choses. J'ai pourparlé avec moi. C'est les bilans de fin d'année, comme on fait à chaque fois. Et j'ai décidé que finalement, je ne me forcerai pas à aller plus vite. Que je sais que c'est un biais psychologique qui n'est pas forcément une bonne idée. Parce que euh, c'est quelque chose qu'il va falloir que je revienne mettre du mouvement. Il va falloir que que je revienne mettre du mouvement dessus à un moment ou à un autre dans ma vie, c'est certain. Mais je me suis rendu compte que là, c'était trop tôt pour moi. Donc, oui, je lui laisse de la place à ma soeur jumelle. J'ai besoin de voir devant moi qu'elle existe toujours. J'ai besoin de, de trouver le temps de rééquilibrer mes énergies parce que jusqu'à présent, on a toujours été deux. Il y avait un flux d'échange d'énergie constant entre elle et moi. Et là, c'est un peu comme si j'étais face à un mur. Il y a mon énergie qui part, mais j'ai rien qui revient. Alors, bien sûr, tu me connais, toi, si tu es sur cette chaîne depuis longtemps, tu sais très bien que moi, je crois dans les énergies de l'au-delà. Je crois dans le fait qu'on ne meurt pas, que l'âme, en tout cas, ne meurt pas, que c'est notre corps physique qui, simplement, on dépose. C'est notre dépouille, que d'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise. On dépose notre dépouille est posée là pour retourner à la terre, mais en fait, notre âme, en fait, elle ne meurt pas. On est dans des cycles de vie et dans des cycles comment on appelle ça, d'expérience. Bon, ça, c'est le côté spirituel des choses, mais dans le côté matériel, concret, quotidien de la vie humaine, moi, ce que je vois, c'est avec mes yeux. Et je reste assez limitée avec mes cinq sens, donc tu vois. Et devant moi, ben non, j'ai pas un mort-vivant devant moi, donc elle est vraiment pas là. Et j'ai pas non plus envie d'avoir un cercueil à la maison, donc j'ai un peu négocié avec tout ça. D'ailleurs, je suis intéressée de savoir si toi, dans ton deuil, est-ce que toi aussi tu as fait comme moi? Est-ce que tu as des reliques? Alors, euh, moi, j'ai pas une chambre. Je sais qu'il y a souvent des parents qui font ça quand ils ont perdu un enfant, même adulte, qu'ils ont gardé leur chambre. Ils laissent les choses figées dans le temps. Euh, Peut-être que là, ça me paraît un peu excessif. Pourquoi je dis ça? Parce que là, tu vois, je suis dans cette chambre dans laquelle on a grandi, ma soeur et moi. Mais au moment de l'adolescence, les 3 dernières années, avant qu'on quitte le Maroc pour venir étudier à Paris, on s'est séparés. Elle a gardé cette chambre-là, et moi, je suis allée dans une autre chambre à côté qui est juste derrière le mur. Et,
Et donc là, cette pièce-là où je suis, si j'avais voulu figer les choses vraiment dans le temps, j'aurais mis absolument que ses affaires à elle et j'aurais laissé un lit fait avec ses affaires, etc. Et j'aurais figé les choses. Alors que là, c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes affaires à moi, j'ai réintégré cette chambre-là, mais je ne dors pas dedans. Voilà, mais j'ai mis dans l'armoire toutes mes affaires, le lit, je le fais, mais je ne dors pas dedans. Mais par exemple, quand quelqu'un vient rendre visite à ma mère, je laisse cette chambre comme une chambre d'amis. Donc je laisse, j'ai besoin de l'aérer, j'ai besoin que l'énergie circule, j'ai besoin qu'elle soit utilisée, j'ai besoin que des vivants viennent dans cette chambre. Donc voilà, j'ai stocké ces affaires à elle de façon assez figée, effectivement. Mais chaque année que je reviens, ben, je ressors tout, j'aère les choses et puis je remets. Voilà, j'ai besoin de mettre mon nez dedans, donc c'est toujours des moments très très difficiles, mais je déballe en fait et je réemballe. Ça, c'est pour les choses faciles, ce sont tous ces habits, ces vêtements, ces chaussures. Par exemple, ces chaussures, oui, la majorité d'entre elles, je les ai mises dans mes affaires. C'est-à-dire que c'est mélangé dans l'armoire, ses affaires, mes affaires. Mais sinon, ces habits à elles, je les ai vraiment mis dans comme une caisse en osier, qui ne sont pas du tout mélangés aux miennes. Et comme ça, dans ma tête, quand je viens dans cette pièce, il y a plusieurs énergies en même temps. Voilà. Bon, je ne sais pas si je suis de mauvaise foi en te disant ah, je ne fais pas comme les parents qui figent une chambre. Mais en tout cas, je te montre, c'est ça l'objectif de cette chaîne, c'est de t'expliquer comment moi je fais pour te donner un exemple et puis pour que tu te sens moins seule aussi. Donc voilà, vraiment en toute transparence, comment je fais, comment je négocie avec mon deuil et comment est-ce que j'essaye de trouver comment laisser de la place à ma sœur, comment laisser de la place à ma gémellité et comment laisser de la place à moi-même aussi. J'ai besoin de ces trois-là en fait. Et de laisser aussi le monde extérieur entrer. Donc voilà, je fais très très attention à ça. Donc pour le moment, oui, j'ai décidé de garder, de matérialiser sa place physiquement ici par ses affaires. Alors je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est possible que oui. C'est très drôle parce que c'est très drôle ces façons de parler, bien sûr. Mais tu sais, dans la vie, c'est comme si les choses, bah, évidemment, elles ne sont pas faites par hasard. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vas me dire ça n'a rien à voir, mais pour moi j'y vois vraiment un lien. C'est quand j'étais étudiante en fin d'études, je faisais des études de recherche en géographie physique. En fait, je travaillais sur un projet de protection, de sauvegarde des éléphants des savanes. Et je travaillais pour un centre de recherche français qui a un organisme international, mais qui a différents centres dispersés dans le monde. Et moi, j'étais allée faire mon travail de recherche au Burkina Faso. Et donc, je faisais mon travail de recherche là-bas sur les éléphants, etc. Et quand je suis arrivée là-bas, il fallait que je mette en place une méthode et pour répondre à ma question de recherche qui était sur les éléphants, je vais te dire ce que c'était. Mais je me suis retrouvée tout de suite face à un problème et il a fallu que je sois créative pour créer quand même une solution et trouver comment est-ce que je pouvais continuer mon travail alors que je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire au départ. Donc là, pourquoi je te dis ça, c'est parce que c'est un peu la même chose qui m'arrive aujourd'hui, c'est que je suis face à ce deuil de ma soeur jumelle. J'ai essayé plusieurs techniques et en fait, je me rends compte que ben non, ça va toujours pas. Je ne peux pas tourner la page, je ne peux pas refaire ma vie, je ne peux pas me séparer de ses affaires, je ne peux pas mettre ses affaires, etc. Tout ce que je ne peux pas faire. Et comment je fais alors? Parce qu'il faut quand même que mon objectif, c'est que je remette de la vie dans ma vie. En fait, en gros, c'est ça. Puisque je ne suis pas morte. Donc tout l'objectif de cette chaîne-là, en fait, c'est ça. Comment remettre de la vie dans ma vie parce que je survis. Et je veux pas simplement survivre dans une détresse abominable jusqu'à la fin de mes jours. D'autant plus que l'inconnu dans cette équation, c'est que je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Donc, si c'est long, ben, tu imagines l'agonie. Donc, je suis obligée de prendre en charge ce problème. Eh bien, donc, j'essaye de trouver une méthode qui est ajustée
à ce que moi j'ai besoin. Et d'ailleurs, je t'encourage grandement à faire la même chose, à ne pas écouter forcément ce qu'on te dit, parce que souvent on reçoit des conseils, et ça c'est très bien, parce que vraiment on a besoin d'aide, mais des fois ça ne correspond pas à ce dont nous on a besoin, à quelle phase on se sent, où est-ce qu'on est, etc. Donc dans ces cas-là, il faut aussi prendre la décision de se dire oui, mais la décision finale, je vais la prendre en fonction de moi. Donc j'en reviens à mon histoire d'éléphant et du Burkina Faso. Quand je me suis retrouvée là-bas, je devais étudier pourquoi une famille d'éléphants, il y a une famille qui était séparée de la majorité des éléphants sauvages qui est là-bas, qui était dans un parc national, et qui vivait dans un petit morceau de forêt, mais une forêt territoriale, qui n'était pas une forêt protégée. Pourquoi cette famille-là, elle venait vivre dans ce coin-là, entourée de villages, traversée par une route nationale, etc. Donc l'idée, c'était de se dire, mais a priori, ils ne se sentent pas en sécurité. Pourquoi ils viennent ici et pourquoi ils ne rejoignent pas le reste de la tribu d'éléphants qui est bien dans une grande partie de la forêt, protégée, etc. Ça, c'était l'objectif. Pourquoi? C'est évidemment, tu t'en doutes bien, c'est pas juste pour étudier l'éléphant comme ça, mais c'est aussi pour mettre en place un programme de préservation et qui puisse s'inscrire dans le territoire avec les gens qui habitent sur place, avec les activités humaines et que tout le monde en fait trouve sa place, etc. C'est un peu l'objectif. Mais moi, en tant que géographe et cartographe, quand je débarque dans cette forêt-là, je ne les vois pas, les éléphants. Et donc, en fait, mon objet d'étude n'est pas là. En fait, il est là, mais je ne le vois pas. Évidemment, parce que, voilà, c'est un animal, il se protège, c'est pas... voilà. Et moi, alors, j'étais totalement débutante, je débarque, je ne connais pas. Évidemment, j'ai été appuyée avec des gens locaux qui m'ont expliqué des choses. Mais il n'empêche que je ne pouvais pas. J'avais un temps limité de 3 mois. Il fallait que je fasse quelque chose en 3 mois. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et très rapidement, je me suis rendu compte que si je ne pouvais pas les voir, les éléphants, bon, après, je les ai vus, hein, mais au départ, et ben, ce que je pouvais faire, c'était de voir les traces. J'allais donc me mettre à la recherche des traces de leur passage chaque jour pour voir quel était leur itinéraire, leur point d'eau, leur point de repos, leur endroit où ils vont se nourrir, de quoi ils se nourrissent, etc. par les traces. Et les traces, c'est quoi? Eh bien, c'est les pas, évidemment, sur le sol. C'est les traces sur le sol, sur le bord de la rivière, sur les déchets des branches, etc. On voit, bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut récupérer qui sont tout à fait fiables, scientifiquement parlant. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas dans un article scientifique ici. Et j'ai simplement pu retracer exactement l'utilisation de l'espace et des ressources par cette famille d'éléphants et comprendre comment elle se déplaçait dans la journée, qu'est-ce qu'elle faisait et à quoi ça lui servait en fait. Et en travaillant sur ces traces, en fait, j'ai travaillé sur sa présence à cette famille d'éléphants sans pour autant la voir physiquement faire les choses. Voilà, je te dis juste ça parce qu'au moment où j'ai travaillé comme ça, évidemment, quand je suis revenue à Paris proposer donc mon travail de recherche et j'ai été devant mon jury, ils ont apprécié cette approche originale en fait. Alors je suis certainement pas la seule à faire ça, hein, mais de ne pas se laisser bloquer par le fait qu'on ne voit pas, mais de continuer quand même son travail avec ce qu'on est capable de voir. Voilà. Et je m'étais dit à l'époque, c'est marrant quand même parce que il y a tellement de gens qui sont fiers de travailler sur l'animal en lui-même, qui ont la joie de voir l'animal vraiment, parce que c'est exactement ce que faisait ma soeur jumelle. Son travail, c'était d'observer, elle travaillait sur les grands singes et sur les singes en général, et en fait, elle faisait de l'observation directe. Donc elle, par contre, elle travaillait pas sur l'utilisation de l'espace de façon, voilà, par l'invisible. Elle regardait vraiment les relations, la communication interanimale. Intraspécie, ça veut dire à l'intérieur même de la même espèce animale. Donc elle voyait dans le groupe les interactions, les communications et tout. Et moi non. Donc
Donc voilà, je te dis ça, mais je suis en train de regarder parce que j'ai beaucoup de chats qui passent en ce moment ici. Et voilà, donc chacune a sa façon de travailler sur une espèce animale, mais pas avec la même méthode. Voilà, tout ça pour dire que maintenant que je suis ici, dans cette réalité où ma sœur jumelle n'est pas visible, même si je sais qu'elle est là, bah comment est-ce que je fais pour matérialiser sa présence sans qu'elle soit là? Donc en fait voilà, c'est pour ça que je te dis tout ça, c'est que je me suis rendu compte que oui, c'est possible de travailler sur des traces de passage et d'utilisation des ressources malgré l'absence des animaux. Et en fait, avec ton défunt, c'est pareil en fait. Tu peux matérialiser le rapport que tu as eu avec lui ou elle, la relation qu'on a eue, la place que tu as envie de lui donner en fait, et la place que tu as envie de donner à la personne que tu es dans cette relation. Je ne sais pas si tu vois. Il n'y a pas que l'autre, il y a aussi ce que nous avons construit à deux, ce qui représente notre lien. Et ça prend de la place. Et moi, je pense que sincèrement, dans les deuils, si on arrive à se mettre d'accord avec soi-même sur quelque chose qui représente cette relation, qui représente la personne que j'ai été dans cette relation et qui représente le défunt lui-même, en fait, on se sent plus complet au lieu d'être amputé, en fait. C'est seulement si on en a besoin. Seulement si on en a besoin. Parce que c'est pas nécessaire d'alourdir sa vie avec des images tristes, des photos tristes, avec des choses qui nous rendent malheureux ou malheureuses, tu vois. C'est donc à chacun de trouver le juste milieu, la juste mesure. Et aussi, on peut changer au cours du temps. Donc moi, voilà, c'est ça que je te dis, c'est que j'ai décidé que je n'étais pas prête à me séparer des affaires de ma sœur, qu'au contraire, c'était une séparation encore. Vraiment, je voyais bien que j'étais pas encore prête à me séparer de ma sœur. Donc je n'accepte pas son deuil encore. La réalité, elle est là. Il y a une partie de moi, en tout cas, qui n'accepte toujours pas son deuil. Et le fait de le reconnaître, le fait de l'accepter, ben, ça m'apaise. Parce que c'est comme si je me donnais le droit d'être triste, d'être encore complètement cabossée, de me sentir en détresse, de me sentir fatiguée, d'être au bout de ma vie et d'être vraiment très dépressive. Par moments, je suis vraiment très dépressive. Mais en fait, je suis pas dépressive par nature. Je suis pas en détresse par nature. Je suis pas... non, c'est parce que je suis vraiment en deuil. Parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal d'avoir perdu ma sœur jumelle. Parce que c'est intolérable. Parce que c'est une véritable torture, c'est une souffrance. Donc non, ça peut pas être balayé comme ça. Dans quelques jours, on va démarrer ce que j'appellerais ma 4e année de deuil. À partir du 5 janvier 2026, on démarre la 4e année de deuil. Donc, oui, il y en a certains qui vont dire quoi, mais ça fait tu es en train de finir, de clôturer 3 ans de deuil et tu en es là. Ben c'est ça, mon message aujourd'hui, c'est ça que je voulais te dire. C'est que oui, en fait, je suis à presque la fin des 3 années de deuil et puis je me rends compte que non, ça va pas du tout. Non, en fait, je peux pas balayer ça. Non, je peux pas. En fait, c'est pas possible. Je me rends compte aussi que ma vie, j'ai essayé cette année 2025, donc cette 3e année de deuil, j'ai essayé d'intégrer de nouvelles personnes dans ma vie. J'ai essayé de faire rentrer de nouvelles énergies. Et puis, je me rends compte que je n'y arrive pas. Que j'y suis arrivée, mais qu'elles ne sont pas restées. Que, en fait, j'ai besoin encore de garder cette place pour ma soeur jumelle. Je suis prête à laisser rentrer des gens, mais pas à insister pour que ça marche absolument. Je parle de la relation amoureuse et je parle de la relation amicale. Et je pense que bientôt aussi, je parle aussi de la relation professionnelle. Donc oui, parce que dans mon travail, je suis en entreprise individuelle, donc je travaille à mon compte, donc je suis en pleine croissance et développement de mon entreprise. Et dans cette phase-là, effectivement, j'ai mis en place un ou plusieurs partenariats cette année qui finalement n'ont pas donné de suite. Dans ma vie amoureuse, c'est pareil. On va dire c'est un partenariat amoureux.
que j'ai essayé et qui n'a pas donné suite et je n'ai pas insisté. Et dans mes relations amicales aussi. J'ai eu des nouvelles personnes qui sont rentrées, notamment une qui, pour le moment, est sortie et n'est pas re-rentrée. Alors l'avenir nous dira ce qu'il en est, hein, parce que ces gens-là ne sont pas des mauvaises personnes, mais c'est juste que j'ai pas la force en fait d'insister. Et surtout, je reste très à l'écoute de l'état dans lequel je suis. Et puis, je me rends compte que finalement, la majorité du temps, avec qui je passe mon temps, c'est avec ma soeur jumelle. Et donc, avec ce tracas de me dire, bah, il faut que tu y arrives. Il faut que tu arrives à un jour accepter ce deuil. Il va falloir que ben, tu te mettes au pied du mur et que tu comprennes qu'il n'y a pas de retour possible en arrière, etc. Et en fait, je n'y suis pas du tout. Donc, il y a une grosse partie de moi qui fonctionne, qui travaille dessus, qui est courageuse, qui est capable de se dire, bon, ben voilà, tu vois, là, par exemple, je fais un bilan, je trie les affaires, je remets les choses en question, et puis il y a une partie qui est dans la douleur, qui est totalement dans la douleur et qui est incapable, qui est juste complètement sonnée, toujours pareil, 3 ans plus tard, oui, complètement hébétée, et qui se dit, mais là, moi, je suis pas ok en fait, je suis pas du tout ok avec ça. Je suis pas du tout ok avec sa mort. Et c'est vrai, je me pose encore la question. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que je prends le temps de me poser ces questions. Quand j'ose, aujourd'hui, je te le dis franchement, la question que je me pose aujourd'hui, c'est, j'ai fait un choix dans la dernière année de maladie de ma soeur. Au milieu de la dernière année de sa vie, au milieu de la 4e année, en été, j'étais au plus mal de ma vie. Là, j'ai senti qu'en fait, j'étais en train de dépérir et que nous étions toutes les deux en train de mourir. Et c'est pas juste un ressenti, parce que c'est les médecins il n'a pas beaucoup, mais un médecin qui était sympa, qui la suivait, qui m'a dit ça, il m'a vu, il m'a dit, mais je ne m'étais pas rendu compte, Kenza, mais là, en l'espace de très peu de temps, tu es en train de dépérir, tu as énormément maigri et il faut que tu ailles faire des examens parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'il m'a mis la puce à l'oreille parce que j'étais tellement débordée que je ne me suis pas rendu compte. Et, et en fait, j'ai cru que j'avais le cancer aussi. J'ai fait tout un protocole après, pendant l'été, de santé naturelle par le jeûne, etc. Et ce qui fait qu'à la sortie de l'été, j'ai pu aller voir, faire une échographie mammaire pour voir si j'avais un cancer ou pas finalement, est-ce que ça avait été résorbé. Et heureusement, ça avait été résorbé. Tout ce que j'avais fait avait fonctionné. Donc, je n'ai pas eu de problème. Mais, euh, mais pendant tout cet été-là, j'ai dû faire le choix d'abandonner, entre guillemets, ma sœur et de m'occuper de moi. C'est un moment très très douloureux pour moi, j'ai une énorme culpabilité sur ce truc-là. Peut-être que je reviendrai, en tout cas si ça t'intéresse, dis-le moi, parce que c'est un peu comme là, tu sais, les aveux, les confidences les plus dures que tu as à faire parce que tu as honte de toi, quoi. Les trucs les plus durs, tu vois de quoi je parle. Si tu es vraiment en deuil et que ça te fait mal, tu sais de quoi je parle. Ça veut dire des choses que tu as fait pendant que la personne avait besoin de toi et qu'aujourd'hui tu regrettes. Et pourtant, il y a cette négociation à l'intérieur de toi. Et c'est de ça dont je te parle là, c'est cette question. De se dire, ce jour-là, j'ai fait ce choix-là. Je m'étais dit, Kenza, si tu crèves, il y a ta sœur Selma qui va crever aussi. Kenza, si tu survis, il y a peut-être une chance que ta sœur jumelle survive avec toi. Et ça a été terriblement difficile parce que ce jour-là, j'ai dû prendre, tu sais, comme le masque d'oxygène qu'on voit, l'image qu'on a dans l'avion. Est-ce que tu mets là le masque d'oxygène sur la personne la plus vulnérable ou est-ce que tu mets sur la personne la plus vitale, celle qui a le plus d'énergie, en premier? Dans l'avion, on te dit, tu mets le masque d'oxygène sur la personne qui est la plus capable d'aider l'autre. Parce que c'est beaucoup plus efficace de mettre l'appui là où il y a les forces, parce que les forces vont être décuplées, elles vont vraiment, voilà,
Et très très vite, évidemment, étant donné que la personne elle a l'intention d'aider l'autre, hein, je ne parle pas d'une personne perverse qui se dit ah c'est cool et moi je me barre et je laisse l'autre crever. Donc là c'est non-assistance à personne en danger, je ne parle pas de ça du tout, c'est le contraire. Et ensuite tout de suite t'occuper de la personne qui a besoin parce que là tu as toute ta puissance, ta vitalité, etc. Et moi, ce jour-là, quand je me suis retrouvée devant cette situation, je me suis dit, est-ce que je lui retire le masque d'oxygène? Parce que c'est ce que je faisais en fait, c'est que je lui avais posé le masque d'oxygène et je lui donnais toute mon énergie vitale. Alors, je ne dis pas qu'elle, elle ne m'en renvoyait pas. Hein. Elle m'en renvoyait beaucoup d'énergie aussi d'une autre façon, parce que c'est notre gémellité qui fait ça. Hein. C'est le flux des jumeaux. Il ne faut pas du tout croire que elle, c'est le bourreau et moi la victime, parce que ce serait vraiment affreux. Et je sais très bien que là, si elle m'écoute, et toi tu sais que moi je sais qu'elle m'écoute, elle se dirait ah quand même un peu de justice, hein, parce qu'on va faire toujours passer Kenza pour une victime, le martyr, la pauvre machin, alors que moi derrière j'ai pas mal bossé aussi. Bon bah ça me fait rire, mais en tout cas voilà, je me rends compte que cette vidéo devient très très longue. J'ai bientôt fini, je te rassure. Mais voilà, pour te dire la fin de l'histoire, c'est qu'on arrive à cette question-là. Est-ce que j'accepte aujourd'hui de retirer le masque d'oxygène, de me le mettre sur moi, sachant qu'elle risque de mourir? Parce que là, ça allait très très mal. Et je l'ai fait. Et ma soeur m'a toujours dit que j'étais d'une dureté incroyable dans mes mauvais côtés. Parce que Dieu merci, je n'ai pas que ça. J'ai exactement l'opposé aussi, heureusement. J'ai vraiment la capacité de me mettre de côté complètement pour aider les autres aussi. Mais avec pas une intention de vengeance, etc. et de dette. Mais de donner vraiment parce que c'est comme ça, c'est dans ma nature. Mais j'ai aussi cette capacité d'être très très dure. C'est-à-dire, limite, ben, tu es obligé de t'amputer à vif pour survivre et dans l'idée de revenir. Parce qu'à aucun moment, si tu veux, sur ce moment-là, c'est pas du tout parce que tu te dis... J'étais pas, sincèrement, j'étais pas dans l'idée de me dire, en fait, je veux me sauver parce que je veux vivre. Parce que pour moi, c'était impossible de vivre, moi, sans ma soeur jumelle. Donc, à aucun moment, j'ai eu cette idée de me dire, je vais débrancher, en gros, l'oxygène de ma soeur pour moi survivre, parce qu'en premier, je veux vivre. Parce que si elle ne vit pas, je ne vis pas. Je ne sais pas comment te dire. Si toi aussi, tu es jumeau, jumelle, je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est impossible. On peut pas, on n'a pas ça dans notre tête. Il n'y a pas ce truc de se dire, je vais survivre moi pour moi, parce que si ma soeur jumelle ne survit pas, en fait, moi j'étais persuadée que de toute façon j'allais mourir aussi. Et en réalité, c'est ce que je t'exprime sur cette chaîne. C'est que oui, physiquement, biologiquement, physiologiquement, je suis vivante, mais qu'en fait, je suis morte quand ma soeur jumelle est morte. Et c'est tout ça qui ne se voit pas forcément à l'œil nu par rapport aux autres qui me regardent. Oui, ils peuvent le voir parce qu'ils voient que j'ai pris du poids. Ça se voit pas là, si tu veux, pas trop au niveau du visage, mais j'ai quand même pris du poids. J'ai pris de l'âge. Physiquement, j'ai vieilli d'un coup. Je suis excessivement fatiguée. J'arrive pas à remonter en énergie. Je ne dors pas. Je dors très très mal. Je suis épuisée. Donc ma vie est un calvaire sur tout ça parce que c'est pas confortable. Mais pourtant, je vis. Donc c'est ça que je veux te dire, c'est qu'il y a ce côté de se dire, il faut absolument que je survive, je suis obligée de débrancher l'oxygène de ma sœur, et moi après je vais être capable de revenir. Mais ce qui me faisait peur, c'était de me dire, mais et si j'y arrive pas? Si j'arrive pas à m'occuper de moi, si je mets l'oxygène et ça marche pas? Donc non seulement je suis en train d'accélérer sa mort, c'est moi qui suis en train d'accélérer sa mort, c'est ce que je me dis évidemment, et à côté de ça, moi j'y arrive pas non plus, donc c'était prendre un risque. En fait c'est me tuer moi, la tuer elle, tuer notre gémellité. C'était très très dur, mais c'est quand même le choix que j'ai fait. Et ensuite, comme je suis remontée effectivement en énergie, comme j'ai pu passer à côté du cancer, comme j'ai pu, bah, je suis revenue m'occuper. Alors m'occuper d'elle, je sais pas si le mot est exact, mais en tout cas redonner le flux d'énergie dont elle avait besoin. Et ça, bah, pour les 4 derniers mois de sa vie.
Et je l'ai donné, je te raconte même pas comment j'ai donné tout ce que j'ai pu donner, parce que c'était vital pour moi. C'est ça que tu dois comprendre. C'est pas du tout parce que j'ai ce côté altruiste, machin, la fille elle s'oublie, c'est un martyr. Non, mais c'est parce qu'on est jumelles, on peut pas faire autrement. Ça veut dire que c'est pas possible. C'est mon instinct de survie nous sauve toutes les deux. Son instinct de survie nous sauve toutes les deux. C'est juste ça. En travaillant pour ma survie, ça revient exactement au même que de travailler pour sa survie. C'est la même chose. Sa survie, c'est ma survie, c'est sa survie. Donc, c'est complètement superposé. Et donc, je ne suis pas une martyre. Je suis exactement comme tout le monde qui essaie de survivre, sauver sa peau. Sauf que quand on est jumeaux, on sauve la peau des deux en même temps. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre et que moi qui me brise le moral, c'est quand je sais qu'ils veulent être gentils, qu'ils n'arrêtent pas de me dire, ils n'arrêtent pas de me dire, je fais des liaisons affreuses. Si toi t'es prof de français là-dedans, ça doit t'arracher les cheveux. Mais il y a vraiment ce côté de, non, j'ai pas sacrifié ma vie pour ma sœur jumelle. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse pour survivre moi, avec ma sœur jumelle, parce qu'elle fait partie de mon équilibre, parce qu'elle fait partie de mon homéostasie, mon homéostasie de vie, mon équilibre de vie. C'était pour nous deux. Alors bien sûr que je l'ai fait par amour pour elle aussi, mais tu comprends ce que je veux dire, il n'y a rien de martyr là-dedans. C'est, disons la vérité, parce que je t'assure que les gens me font passer pour une martyre, ça me blesse tellement. Ils devraient me féliciter en disant, oh là là, la vache, t'as un instinct de survie qui est énorme. Oui, ça c'est vrai. Parce que j'ai tout foutu par terre juste pour ça. C'est un instinct de survie. Mais voilà, donc je termine ça pour te dire, aujourd'hui, j'en suis de nouveau à remettre cette question-là. Je reviens en arrière, je reviens juste au moment de l'été 2022, où elle était dans sa 4e et dernière année de maladie et donc de vie. Et je me dis, et si j'avais fait l'autre choix de ne pas me choisir, de ne pas me mettre le masque à oxygène et de le lui mettre à elle. Et si oui, j'avais plongé avec elle dans la noyade en fait. Parce que ma soeur jumelle m'avait demandé il y a longtemps, elle m'avait dit, Kenza, si je suis, je sais pas pourquoi elle m'avait demandé ça, mais c'est que toi tu ris quand tu as écouté ce que je viens de dire. Si je suis en train de me noyer, on était au bord de l'océan, si je suis en train de me noyer là-bas, qu'est-ce que tu fais? Et moi je lui avais dit, parce que j'étais pas du tout stressée, complètement détendue, je lui ai dit, bah, je vais faire demi-tour, chercher une bouée de secours et demander de l'aide. Elle me dit, mais c'est dégueulasse ce que tu es en train de me dire. En gros, tu vas me laisser. Ça se trouve, pendant que tu es parti, je vais couler à pic. Et moi, je disais, mais non, bah parce que c'est sur le quai, il y a des bouées de secours sur le quai. Donc, c'est mon premier mouvement, c'est de chercher tout de suite la bouée de secours pour l'envoyer. Alors, évidemment, je n'ai pas réfléchi qu'il fallait que je sache envoyer la bouée de secours. Je ne sais même pas si je serais capable de faire ça. Mais j'ai pas réfléchi, là, elle me pose une question comme ça. Et je lui dis, mais pourquoi toi tu ferais quoi? Elle me dit, mais moi je saute dans l'eau. Je lui fais quoi? Elle m'a dit, bah évidemment, si je te vois en train de te noyer, je saute. Je lui dis, mais enfin Selma, si je suis en train de me noyer, alors que elle et moi on nage très bien normalement, c'est qu'il y a un gros problème. Et je ne vois pas en quoi tu vas sauter avec moi, ça va aider quoi que ce soit. Elle m'a dit, oui mais là, je réfléchis pas. Je te vois dans l'eau, tu es en train de mourir, je saute. C'est instinctif. Et là, je suis restée sciée en me disant, mince, oh, regarde la différence entre nos deux réponses. Et j'ai beaucoup culpabilisé après. Pas sur le moment, parce que sur le moment, je me suis dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. Mon objectif, c'est vraiment de survivre. Donc, que je survive, ça veut dire qu'elle survive, qu'on survive toutes les deux, quoi. Mais sauf que quand elle est tombée malade, eh bien, il y a eu cette question-là. Et là, ce jour-là, je me suis dit, non. Il n'est pas question que j'utilise des méthodes qui sont trop dures pour elle, c'est-à-dire qu'elle me perde de vue par ses yeux et qu'elle croit que je l'ai abandonnée. Donc, je suis restée avec elle. Mais je l'ai rassurée, c'est vrai. Mais en fait, tu vois, j'ai pas réussi à la sauver parce que c'est pas tout à fait la bonne méthode que de sauter à pieds joints avec l'autre. C'est pas tout à fait la bonne méthode. Il faut être là. En fait, il faut s'en occuper. Il faut donner son temps pour ça. Mais il faut être efficace. Pour moi, c'est ça. Donc, je ne l'ai pas fait
pendant les premières années de sa maladie. 3 années et demie. Mais arrivé à ce moment-là où j'étais en train de crever, donc en gros, mettons que j'ai sauté avec elle dans l'eau et qu'on était en train de surnager. Pendant 3 ans et demi, c'est ce qui s'est passé. Ben là, j'ai pris conscience que j'étais en train de crever et qu'elle aussi, et qu'elle était, comme elle était déjà là depuis plus longtemps que moi dans l'eau, elle était 10 fois plus fatiguée que moi. C'est à ce moment-là que j'ai eu ce doute en me disant, qu'est-ce que je fais? On est juste avant l'été. C'est là où je l'ai laissé. J'ai nagé pour revenir sur le bord, sortir de l'eau, chercher la bouée de secours et revenir. C'est ce que j'ai fait. Sauf que là, pour l'instant, je l'ai laissée toute seule. Et cet été-là, elle a énormément souffert parce qu'elle m'a perdu de vue. Et même si elle savait, d'un point de vue intellectuel, que j'étais partie chercher de l'aide, en m'aidant moi, ben c'était arrivé à un stade où c'était trop tard, elle était trop épuisée et ça a été une véritable torture pour elle, psychologique et émotionnelle. J'ai agi trop tard. J'aurais dû faire ça avant. Enfin, c'est la question que je me pose. Et si je n'avais pas fait comme ça? Et si j'avais fait autrement que de sauter à l'eau avec elle ou d'être super dure avec elle à un moment où elle était trop fragile? Voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo. C'est pour te dire, donne-toi le temps, quel que soit le moment du deuil, donne-toi le temps de te dire comment est-ce que ça résonne pour moi aujourd'hui, ce qui s'est passé. Est-ce que j'aurais fait un autre choix? Si j'avais fait un autre choix, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que je suis OK avec ça? Voilà. Et comment je le vis aujourd'hui? Donc voilà. Tout ça pour te dire que hier, c'était le 24 de Noël. Et donc, j'ai vraiment ressenti terriblement le manque de ma soeur jumelle, que ça me troue le ventre encore, qu'il y a des moments où je suis obligée de quasiment me donner des coups sur la tête, j'exagère, hein, mais c'est une façon de parler pour me dire non, non, ne réfléchis pas, ne pense pas à elle, ne ressens pas la douleur, parce que sinon tu peux pas passer ton réveillon. Et que au matin, je suis encore là et que j'avais besoin de partager ça avec toi pour te dire, tant pis si les gens disent que ça fait 3 ans et ça fait trop de temps que tu passes ton deuil, gna gna gna, ça sera comme ça tant que c'est nécessaire. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'écouter ou de te lire pour savoir comment toi, tu vis ces périodes de Noël, justement, ou des anniversaires. Et comment tu t'es réveillé, toi, ce matin. Donc, au matin de Noël. Je ne sais pas quand est-ce que je vais envoyer cette vidéo, mais je vais essayer de faire vite. Et comment tu te sens, en fait, à la fin de l'année, comme ça, avec ton deuil et puis la perte de la personne, enfin, tout ce que ça représente pour toi. N'hésite pas à me faire des pavés dans les messages, ça ne me dérange absolument pas. Et c'est d'ailleurs tout à fait le contraire. Je te fais plein de gros bisous. Je te demande, s'il te plaît, de prendre soin de toi. Je fais pareil de mon côté. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, très probablement en début d'année 2026.